Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous d'On se dit tout. Je vous propose d'analyser l'une des compétences les plus en vogue aujourd'hui dans les multinationales et qui, selon les prévisions du Forum économique mondial, fera partie du top 10 d'ici 2020, c'est-à-dire dans seulement 2 ans. Il serait donc temps de donner toute sa place à l'intelligence émotionnelle. N'oubliez pas aussi notre interview santé en fin d'émission. A tout de suite pour les détails. L'intelligence émotionnelle en entreprise, quelle place? Eh bien, nous en parlons avec 2 spécialistes. Marim Lehlou, consultante en management chez Compétences Plus, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et Imad Ben Lemlih, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes coach exécutif à Chemin du Sens. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux. Alors, l'intelligence émotionnelle, quelle place en entreprise? On va en discuter tout au long de cette émission avec vous. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Je vous donne la parole, Mariam. Écoute, l'intelligence émotionnelle, c'est savoir connaître ses émotions, les décoder. Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, je suis joyeuse. Savoir les décoder pour savoir ensuite les utiliser à bon escient. Donc, il y a une dimension de conscience de soi et de maîtrise de soi dans l'intelligence émotionnelle. Alors après, aujourd'hui, c'est l'une des compétences clés en management, puisque c'est la compétence qui permet de distinguer, voire de prédire le succès de certains collaborateurs. D'accord, donc vous dites c'est la conscience et la maîtrise de ses sentiments, mais aussi des autres, de ceux des autres, quand on est un manager? Alors, évidemment que le premier pas, ce serait de se connaître. Oui. Et je ne peux pas connaître mes managers, mes collaborateurs, mes pairs, si je n'ai pas fait un solide travail sur moi-même. Donc, il y a la dimension de se connaître, se maîtriser, pour ensuite servir d'exemple, voire de modèle à mes collaborateurs. Ok. Alors, Imad Ben Lemlih, votre définition à vous de l'intelligence émotionnelle? Alors, par un exemple. Ok. Maintenant, en fait, je suis très content d'être avec vous. C'est un plaisir. Alors, cette joie, c'est une expression d'une émotion. Si je ne l'exprime pas, ça va rester dedans. Et par la suite, peut-être je serai bloqué toute l'émission, parce qu'il y a une joie qui est à l'intérieur, qui n'est pas exprimée. Donc, l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est savoir qu'est-ce qu'on ressent, pouvoir l'utiliser, et par la suite passer à autre chose. Ok, donc le fait de nous le dire... Ça me permet en fait d'avoir une assurance, par la suite de se libérer la parole et par la suite d'être avec vous pendant toute cette émission. En tout cas, merci pour ce bel exemple qui est un bel hommage. Merci. Alors, dans l'entreprise, et de façon générale, on en parle beaucoup, mais le but avec vous aujourd'hui, c'est d'en parler dans l'entreprise et sa place. Est-ce qu'elle a une place, véritablement un rôle? Est-ce que c'est un effet de mode ou une véritable prise de conscience, à votre avis? On ne peut pas dire que c'est un effet de mode, parce que l'intelligence émotionnelle existe depuis qu'en tout cas Daniel Goleman, dans ses ouvrages, depuis les années 90, a compris que le quotient intellectuel, le QI, qui mesurait les compétences intellectuelles, les aptitudes cognitives des enfants, qu'on pouvait mesurer dès l'école, jusqu'à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte, n'était pas suffisant pour dire si cette personne va réussir dans telle carrière. Et après, on a réalisé que l'intelligence émotionnelle, finalement, c'était quelque chose qui pouvait se développer à tous les âges. C'est-à-dire que je suis un brillant ingénieur, je suis un brillant, quelqu'un qui est sorti, bardé de diplômes. Est-ce que je sais me comporter avec les gens? Est-ce que je sais dominer ma colère lorsqu'un collaborateur ne me rend pas un dossier à temps? Est-ce que je déverse tout mon stress si j'ai la pression de ma hiérarchie, mon management? Est-ce que, par exemple, je saurais gérer les conflits entre 2 membres de mon équipe? Est-ce que je saurais maîtriser mon temps et mes priorités? Donc, on a réalisé qu'il y a tout un tas de compétences sociales qui n'étaient finalement pas enseignées à l'école ni à l'université et que certaines personnes soit l'avaient de manière innée, soit l'avaient, disons, appris lors d'expériences comme le sport, lorsqu'ils avaient fait du sport, lorsqu'ils avaient fait partie d'associations, de partis politiques, ou tout simplement, avec l'expérience, ils ont réalisé que le fait que je sois ingénieur, commercial, marketeur, ne signifie en rien, ne joue pas, si vous voulez, ce serait peut-être une carte d'entrée dans le monde du management, dans le monde de l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant si je veux évoluer, si je veux que les autres aient envie de travailler avec moi et si j'ai envie d'inspirer finalement
mon management, ma hiérarchie à me faire confiance et à me donner des projets et des responsabilités plus tard. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle le QE, qui est aujourd'hui, finalement, il y a plusieurs manières de le mesurer. Ça se mesure aujourd'hui? Ça se mesure aujourd'hui. À l'instar du QI? Ça se mesure à l'instar du QI avec des dimensions dont on va parler tout à l'heure, ou si tu veux qu'on les détaille maintenant. En tout cas, il y a 5 grandes dimensions de l'intelligence émotionnelle et on peut mesurer chacune. Mais attention, je dis bien attention, parce que mesure, oui, mais pas d'étiquetage des collaborateurs et des personnes. Parce que la première chose qu'on sait de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'elle évolue avec le temps, avec la maturité, avec les expériences. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple, j'ai 5 sur 10 en empathie, l'empathie étant une des dimensions de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire c'est cette faculté de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ses émotions et de savoir si je peux et de quelle manière je peux communiquer avec lui, parce que j'ai pu me mettre à sa place. J'ai pu décoder s'il était à l'aise, mal à l'aise. J'ai pu décoder du coup si c'était le bon moment d'évoquer un sujet ou un autre avec lui. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un va se dire, OK, j'ai fait le test, j'ai eu 5 sur 10 en empathie. Ce n'est pas définitif. Ça vous donne juste la température, ici et maintenant, ce jour-là où vous avez fait le test, mais ça vous donne aussi cette mesure utile pour faire un plan d'action. Okay. C'est-à-dire, si vous avez envie d'évoluer, on va développer tout ça, justement. Tout ça. Donc, vous vous dites, c'est pas nouveau, mais il y a quand même prise de conscience aujourd'hui dans les entreprises. Vous dites depuis les années 90, mais encore plus... là, vraiment, dans les années, début des années 2000. Exactement. En fait, il y a Je suis arrivée à la fin des années 2000. Déjà. Exact. En fait, il y a une prise de conscience des entreprises. Actuellement, en fait, la raison, elle dominait depuis les années 20. En fait, c'est la raison qui dominait, c'est le QI qui dominait. Maintenant, cette raison, elle arrive en fait à pas dire à une fin, mais par la suite à un ajustement. Cet ajustement, il doit être fait obligatoirement avec quoi? Avec nos émotions. Finalement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de distinction entre émotion et raison. Les deux, ce sont des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, c'est vers soi et vers l'autre. Alors, vers l'autre, en fait, c'est comment communiquer avec, comment diriger une équipe, comment manager et comment faire passer son message. Comment des équipiers peuvent suivre leurs dirigeants s'ils ne savent pas communiquer avec eux. Cette communication dont besoin l'entreprise maintenant, c'est la communication du cœur. J'ai toujours cette image dans l'esprit, entre le cœur et le cerveau, qui se baladent tous les deux. Pas l'un devant l'autre, pas l'un qui précède. Mais en fait, c'est une belle balade ensemble. On a justement l'image... Exactement, et en même temps cet équilibre. Cet équilibre, il est nécessaire et primordial. Si moi, je ne me sens pas bien, comment je peux être bien dans mon travail? Mais tout ce que vous dites est très poétique, très agréable à entendre. Il rassure le collaborateur. Est-ce que ça se passe comme ça aujourd'hui dans les entreprises, dans nos entreprises marocaines, africaines? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience à ce degré-là et à ce niveau-là de l'équilibre entre le QI et le QE? Alors, le degré de conscience, en fait, on arrive tout doucement. C'est-à-dire, les entreprises actuellement, c'est là où ils commencent à faire appel aux experts de l'intelligence émotionnelle pour découvrir cette intelligence émotionnelle. Mais pourquoi ils font appel? Parce que finalement, ils sont débordés. Parce qu'ils voient des collaborateurs qui sont brillants. Techniquement, ils sont brillants. Mais ils n'arrivent pas à percer. Ils n'arrivent pas à aller au-delà, ils n'arrivent pas à gérer leur équipe. Et c'est là où ils se disent « aïe, il y a quelque chose qui manque ». L'entreprise actuellement marocaine ne peut plus se permettre de travailler uniquement par la peur, parce que ça, c'est révolu et c'est dépassé. La génération actuelle ne tolère plus la peur. Si tu me gères avec la peur, ben, je ferai le strict minimum. Et finalement, tu n'auras pas ni ma richesse, ni ma créativité, ni mes améliorations, ni tout ce que je peux apporter le plus. Donc, l'entreprise actuellement, s'il ne prend pas conscience que les émotions, il faut faire avec, parce que nous sommes aussi bien émotions que raison, ben, ils ne gèrent pas bien leur équipier et en même temps, leurs équipiers ne sont pas contents dans ce qu'ils font et il y a une grande perte de productivité. Justement, sur le terrain, vous avez le même constat, Mariam Lehlo? Alors,
Aujourd'hui, sur le terrain, le constat Notre est terrain, nous. Notre Marocain, terrain, maghrébin, africain. Sur le terrain marocain, c'est un marché à double vitesse ou à triple vitesse. Les entreprises dans lesquelles j'interviens, étant donné déjà qu'ils font appel à un coach ou à une formatrice en soft skills, savent déjà que les compétences sociales, ce qu'on appelle les compétences douces ou les soft skills en anglais, sont des compétences aujourd'hui nécessaires pour que quelqu'un perce dans l'entreprise, pour qu'on lui donne, au-delà de gérer des projets, qu'on lui donne des hommes et des femmes à gérer. Donc, ils savent qu'il y a une dimension humaine, relationnelle, situationnelle très importante. Et comme le disait Imad un peu plus tôt, il a raison. Aujourd'hui, le mode dominant, ou en tout cas ce que la nouvelle génération réclame, c'est du management participatif. Au-delà de me demander qu'est-ce que je dois faire, demande-moi comment je dois faire, est-ce que je suis à l'aise pour le faire et crée pour moi du sens pour le faire. C'est-à-dire, intéresse-moi. Je décide, tu appliques. Et quelque part quelque chose de révolu, sauf peut-être pour les entreprises qui sont encore gérées de manière paternaliste. Mais de plus en plus d'entreprises, quand elles sont dans un secteur qui est compétitif, concurrentiel, quand c'est des multinationales, ils ramènent quand même des bonnes pratiques ici sur le terrain où on sait qu'on réussit, pas parce qu'on a des bons gestionnaires de projet, mais parce qu'on a des bons gestionnaires de projet et on a des bons managers d'équipe. On a des hommes et des femmes capables de motiver les gens, capables de s'auto-motiver le matin pour venir réaliser leur objectif et capables de fidéliser les gens. Or ça ne peut pas se passer. On ne peut pas fidéliser les gens, les talents, les motiver, les intéresser si on n'a pas cette capacité à les influencer, à les intéresser, à montrer qu'ils sont importants. Et juste le fait, Yasmine, pour montrer à quelqu'un qu'il est important, vous avez besoin d'être très bon dans la maîtrise de vous-même et dans l'empathie. Parce que je ne peux pas valoriser quelqu'un de mon équipe, je ne peux pas pratiquer la reconnaissance, je ne peux pas lui dire « tu as de la valeur, tu apportes ta contribution, même si tu as 6 mois ou 3 mois dans l'entreprise, tu es quelqu'un qui mérite de participer à ce brainstorming sur ce projet-là ». Et donc c'est toute une prise de conscience. Pourquoi c'est compliqué pour certains managers ? C'est facile pour certains managers, ce n'est pas forcément compliqué, mais dans une question que tu posais tout à l'heure, que j'ai trouvée très juste, comment c'est utilisé, comment les tests d'intelligence émotionnelle peuvent être utilisés dans l'entreprise, ils sont utilisés dans le recrutement d'abord. On essaie de voir dès le départ si on investit dans cette personne, si elle a le minimum légal ou le minimum syndical et qu'elle ne va pas commettre trop de dégâts. Elle est très bonne sur papier. Oui. J'ai checké son CV, ses références, elle est parfaite. Mais je me rends compte, dans le test où je lui ai fait passer, qu'elle est très faible en empathie, qu'elle est très faible en maîtrise d'elle-même. Qu'est-ce que ça peut me signaler ? Ça peut me signaler qu'il y a des gros points d'interrogation, si c'est quelqu'un qui va gérer en plus une équipe hétérogène, qu'il peut y avoir des dégâts. Potentiellement, ça peut être quelqu'un qui va leur mettre beaucoup de pression, sans faire attention. Ça peut être quelqu'un qui va créer de la concurrence et de la compétition au sein de son équipe et donc briser quelque part le ciment d'une équipe. Donc, je vais lui faire prendre conscience de ça. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne vont pas le recruter. Peut-être qu'ils vont le recruter, mais qu'il va y avoir un accompagnement. Attention, tu dois faire attention à telle ou telle dimension parce que là, l'équipe existe chez nous depuis quelques années. Toi, tu es nouveau, toi, tu es nouvelle. Il faudrait que quand même le courant passe, qu'il te fasse confiance pour que vous collaboriez efficacement. Après, ça peut exister tout au long d'une carrière. Le seul truc que les managers et que les gestionnaires de ressources humaines ne doivent pas faire, c'est cataloguer les gens ou punir les gens ou classer rapidement certains dossiers en disant « il a un mauvais score ». Ce n'est pas intéressant. Tout peut évoluer dans l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est en fait à travers l'individu, mais pour l'entreprise. Exactement, en fait, à travers l'individu. Et je rebondis sur la question, pourquoi c'est difficile ? Pour certains managers. Pour certains managers. Tout simplement parce que la personne elle-même ne se connaît pas, ne connaît pas ses émotions. On n'était pas éduqué, en fait, à dire « je sens de la tristesse, je sens de la colère, je sens de la peur ». On n'a pas eu ce langage. Lorsqu'on était petit, en fait, il y avait « n'exprime pas tes émotions ». Et en fait, c'était complètement l'inverse. Alors, on a été toutes formatées pendant toute notre éducation de ne pas exprimer. Et lorsqu'on en arrive à un stage adulte, et c'est là où on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens là ? Et les managers actuellement n'arrivent pas à l'exprimer, n'arrivent même pas à déchiffrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir faire avec. Je me sens en colère. Parfois, ils le disent, mais après, comment ils expriment cette colère ? Et là, c'est une autre façon. Est-ce que je l'exprime sainement ?
ou bien en fait, j'exprime ma colère avec une grande force. C'est comme si c'était un ouragan qui vient en fait et il est là. Et là, c'est trop tard. C'est une expression de la colère, mais elle est fausse. Donc, nos managers doivent d'abord connaître leurs émotions et par la suite, comment les exprimer. Et quand les exprimer, si c'est chaud, vaut mieux les retenir. Ce n'est pas le moment. Mais Laissez certaines personnes décanter. ne font pas cette la part des choses, d'autant plus qu'on a en fait, on a l'impression que l'individu est scindé en deux. Il est professionnel, il faut être professionnel, donc il faut faire abstraction des émotions. Pendant longtemps, on a dit sois professionnel, ça veut dire fais abstraction des émotions et sois technique, point. Et une personne, on va dire... Donc du coup, les choses sont très complexes. Quand on vient parler d'émotions en milieu professionnel, ça peut déstabiliser certains managers qui peuvent se dire oui, mais de toute manière, les émotions n'ont pas leur place dans une entreprise. Il faut être pro. On ne demande pas aux gens, on n'est pas là pour faire les psys, il faut être professionnel. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière un groupe, une cohésion d'équipe dans l'industrie pharmaceutique où il y avait plusieurs niveaux de management. Direction générale, commerciaux, leur N+1, des gens dans la recherche et développement, des gens dans les laboratoires. Donc vraiment, plusieurs spécificités et plusieurs backgrounds académiques entre des scientifiques, des commerciaux, des marketeurs et du top management. Et on a parlé des émotions. Et on aura fait un exercice de prendre quelques minutes de méditation. C'est-à-dire qu'on a fait une méditation collective. Alors, certains étaient surpris, nous ont regardé bizarrement, ils nous ont dit « Yakma, on s'est trompé de salle de formation, on va faire de la relaxation à bon ». Et je leur ai dit tout simplement, si vous voulez aborder un certain nombre de sujets aujourd'hui, des sujets qui fâchent, des sujets qui passionnent, des sujets où il y a un historique, comment voulez-vous les aborder en ne faisant pas un minimum de ménage émotionnel à l'intérieur de vous-même, en n'étant pas un minimum dans l'ici et dans le maintenant, parce que chacun de nous, moi la première, si j'arrive tout de suite et je rentre, je viens d'avoir une dispute dans l'autre salle de réunion, une dispute peut-être saine sur des idées, des concepts, où la discussion était enflammée, et j'enchaîne avec une autre réunion où c'est un autre sujet. J'ai peut-être pas fait juste... Je ne me suis même pas calmée, pris un verre d'eau, respiré et j'enchaîne. Peut-être que je vais venir déjà avec une énergie négative de ce qui s'est passé avant. Donc, la méditation, en tant que pratique, aujourd'hui universellement reconnue, même par la très sérieuse Harvard Business Review, qui publie régulièrement des évidences scientifiques sur comment la méditation aide à améliorer la concentration, l'efficacité des équipes, la performance et tout simplement la sérénité chez les collaborateurs. Et ça a été pris au sérieux ? Ça a été pris au sérieux. Je n'ai pas eu un fou rire. Ouais. Alors que la même activité, je l'avais commencée il y a 3 ans dans le cadre des formations. Au départ, il y avait certaines personnes qui refusaient de fermer les yeux. Et après, dans la pause, j'essayais de comprendre pourquoi. On dit, on n'a pas l'habitude de lâcher prise. Oui. On est dans un environnement professionnel, on est dans le jugement et dans le contrôle. Et évidemment que ce n'est pas aussi évident pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je peux te garantir que plus de 90% des personnes jouent le jeu, ferment les yeux. Et après, parce que les gens sont plus sensibilisés ? Les gens sont plus sensibilisés. On parle plus de ces pratiques. Il y a eu un travail des médias. Il y a eu un travail des médias, que ce soit à la télé ou que ce soit dans les journaux, que ce soit à la radio. Il y a eu un travail, il y a eu de plus en plus de publications sur l'importance du coaching parce que les salariés sont plus sujets aux risques psychosociaux au travail. Absolument. Il y a eu une vraie prise de conscience, mais qui a été développée en parallèle. Et on regarde les chaînes étrangères, et on lit des livres, et on se rend compte que nous n'avons pas des robots. Nous avons des êtres humains avec un cerveau, des émotions, des ressentis. Donc, je ne peux pas les traiter, je ne peux pas continuer de les traiter de la même manière. Et croyez-moi que la première dimension à développer, si on veut travailler l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Comment je me sens aujourd'hui. Et quand on pose cette question aux collaborateurs, je peux te garantir, Yasmine, que des fois, il reste 5 minutes ou quelques secondes à se dire « mais je ne me suis jamais posé la question. Comment je me sens aujourd'hui ?» Et je m'attribue une note. Comment je me sens aujourd'hui dans mon milieu professionnel ? Aujourd'hui, dans ma place, dans mon entreprise. Exactement. D'accord. C'est très important comme question, justement. Justement, Ahmed Benlemlih, vous êtes coach exécutif également. Et là, on parle de toute, on va dire, la beauté de l'intelligence émotionnelle, de sa place dans l'entreprise, tout ce qu'elle peut, ce positif qu'elle porte en elle. Mais
en entreprise, c'est bien sûr le résultat qui prime. Est-ce qu'on peut faire le lien entre tout ce qu'on est en train de dire de beau de l'intelligence émotionnelle et le résultat à la fin du trimestre, à la fin de l'année? Et si l'intelligence émotionnelle, en fait, finalement, servait ce résultat? Parce que certes, l'entreprise, elle est là pour créer une richesse et pour avoir du résultat. Ça, c'est clair, c'est évident. Alors, grâce à l'intelligence émotionnelle, elle peut partir vers ce chemin. Parce qu'en fait, si je suis épanoui, si je peux m'exprimer, si je peux dire ce que je ressens, si lorsque je rentre dans une réunion et il y a un moment de partage, juste au début, où chacun dit « voilà ce que je ressens, voilà ce qu'on appelle ma météo, voilà ma météo intérieure ». Et chacun prend un moment de parole qui est bien figé, qui rentre dans le cadre de fonctionnement de la réunion. Là, juste après, tout le monde, il a déposé ce qu'il avait à déposer et il va se concentrer sur le sujet de l'entreprise et il sera plus productif. Mais c'est possible Son esprit, il est là. Pardon, c'est possible pour toutes les entreprises, quelle que soit leur situation. Une entreprise qui a un budget serré, mais qui a besoin de faire du chiffre, qui a besoin de donner du résultat, où il y a le stress, la pression, on sait qu'on est obligé de faire avec les moyens du bord parce qu'on n'a pas le choix. Il y a de la tension souvent, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On n'a presque pas le temps de prendre son temps, comme vous dites. Et en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on dissocie ça de la réalité. Ce que vous dites est très agréable. Et ça serait merveilleux de travailler dans ce monde-là. Mais la réalité de certaines entreprises et l'urgence et la difficulté économique de certaines boîtes aussi fait qu'on ne peut pas se dire oui, ça va être comme ça, on va nous regarder aujourd'hui et puis à partir de lundi, tout le monde va mettre ça en pratique. C'est simple. C'est pas simple. Alors Yasmine, je ne dis pas c'est simple. En fait, la notion de réunion... Sinon, on est ridicule. La notion de réunion que j'ai donnée comme un exemple. Nos réunions, en fait, généralement, les entreprises ne savent pas gérer leurs réunions. Et là, c'est un des mots de l'entreprise. Oui, on est dans l'urgence, mais on peut partir et passer 2 heures, 3 heures dans une réunion sans prendre des décisions. Tout à fait. Avec des personnes qui sont rentrées dès le départ, qui ne sont pas bien, et qui vont sortir à la fin, et qui ne sont pas bien. Encore. Et finalement, 3 heures de perte de temps, pas de décision et pas de résultat. Okay. Si on prend un moment, 5 minutes, fois 10 personnes, ça fera 50 minutes. Trop, 30 minutes pour l'ensemble, pour dire voilà ce que je veux partager. Juste un tour de parole. Et par la suite, allez, maintenant on va parler de ce sujet. Toutes les personnes, elles sont disponibles à partager sur l'idée qu'ils ont reçue et sur le projet qu'ils vont discuter. Parce qu'ils sont là. Ça ne sert à rien d'être dans une réunion sans être là. Ça ne sert à rien d'avoir son téléphone dans une réunion et travailler et par la suite ne pas écouter l'autre. Mais ça, c'est en fait dans le cadre d'une entreprise où on va dire, malgré toutes les difficultés, on va dire, ou le stress, il y a une certaine symbiose, il y a une certaine harmonie des équipes. Quand vous avez des conflits d'équipe en plus, quand vous avez des soucis entre des départements, on ne s'entend pas, il y a de la rétention d'informations, toutes les entreprises ne sont pas roses. Donc venir leur parler d'intelligence émotionnelle, pour eux, c'est presque la cerise sur le gâteau. Ça ne peut pas venir et se poser. Ça va faire faux presque. Si je peux m'exprimer sur la question, par rapport aux résultats de l'entreprise, tu nous demandais un peu plus tôt si, par exemple, travailler son intelligence émotionnelle se traduit concrètement dans des ventes, des bénéfices, de la marge, du chiffre d'affaires. Tout à fait. Il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années chez l'un des fabricants de couches pour bébés qui s'appelle Kimberly-Clark. Alors, ça se passe à l'étranger. Et regarde où l'intelligence émotionnelle, jusqu'où elle peut aller. Dans la recherche du consommateur, dans le fait de comprendre le client. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises travaillent avec les neurosciences et la psychologie du consommateur pour comprendre qu'est-ce qui se trame, pas seulement dans la tête et dans le cœur de mes clients, pour que je sois leur préférence produit, pour qu'ils choisissent ma marque quand ils ont quelques secondes ou quelques nanosecondes pour décider. Donc, ils doivent comprendre les émotions des gens. Et quand ils sont partis faire leurs études de marché, ils ont réalisé qu'ils se sont dit, je dois... Au-delà d'inviter des hommes et des femmes, surtout des femmes, à parler sur la manière dont elles achètent leurs couches pour bébés, autour d'une salle de réunion, 12 personnes, le focus group classique, avec une modératrice en train de leur poser les questions, je vais aller dans la maison de ces femmes, de quelques femmes, je vais aller faire des études in-home pour voir quelque part comment elles font. Quelle est l'attitude du bébé, quelle est l'attitude de la maman, etc. Et ils ont vu qu'il y avait une vraie tendance dans plusieurs foyers que des bébés arrivant à un certain âge où ils peuvent marcher aiment bien porter leur couche eux-mêmes. C'est-à-dire il y a cette volonté du bébé de porter
porter des choses qui font grand, Oui. entre guillemets. Et ils ont développé des couches open go, c'est-à-dire des couches qu'ils peuvent porter comme des slips finalement et partir. Mais ça n'est venu que comment? Et figurez-vous qu'ils ont gagné des millions de dollars de chiffre d'affaires supplémentaires avant que leurs concurrents puissent sortir cette couche-là similaire. C'était les premiers, Kimberly-Clark, à le faire. Qu'est-ce que ça nous renseigne? Si je m'intéresse vraiment aux autres, là, ils se sont intéressés vraiment à leurs clients et aux préoccupations des bébés et des mamans. Qu'est-ce qui va leur faire plaisir? Comment je peux améliorer leur vie? À partir de ce moment-là, je peux sortir une innovation, un produit et un service qui va marcher. Donc finalement, c'est très pragmatique. Je m'intéresse à l'autre, je lui fais plaisir, je lui donne un produit dont il a besoin et en plus, ça me donne de la rentabilité du chiffre d'affaires. Parfait. Ça, c'est mais l'innovation. quand l'entreprise est déjà secouée par beaucoup de problématiques, là, ce qu'on abordait à l'instant, on revient sur ce point juste après une courte pause, parce que je ne veux pas qu'on dissocie cette thématique qui est très belle de la réalité. Complètement. C'est sûr. Sinon, Bien on sûr. sera un peu Complètement. hors sujet. Complètement. Vous l'avez compris, la discussion continue juste après une courte pause. À tout de suite. Allez, de retour sur notre plateau d'On se dit tout pour cette discussion sur l'intelligence émotionnelle en entreprise. Quelle place? On en parle avec deux spécialistes. Maryam Lhlou, consultante en management, et Ahmed Belmlih, coach exécutif. Merci beaucoup à tous les deux d'être là, je vais y arriver. Alors, on parlait de cette intelligence émotionnelle qui est, selon vous, aujourd'hui et selon les spécialistes, le ciment des équipes, le ciment de la cohésion d'équipe, le ciment de la productivité également. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, on se rend compte que, bon, bien sûr, comme son nom l'indique, ça engage les émotions, les sentiments, ça engage... Les sentiments, peut-être pas. C'est ça, c'est peut-être l'erreur à ne pas faire. Émotions et sentiments. On peut en parler rapidement et après je finis mon intro. Très rapidement. Les émotions et les sentiments, ce n'est pas la même chose. Mais tout à l'heure, quand on parlait de débat entre le cerveau et le cœur, moi, avant de prendre une décision, je vérifie trois choses. Je vérifie si je suis d'accord avec ça, si mon cerveau est d'accord avec ça. Puis je vérifie si mon cœur est d'accord avec ça. Et ensuite, je vérifie mon ressenti. Mon ressenti, c'est mes tripes. D'accord? Si l'un des trois me répond non, avant de prendre une décision, je sais qu'il y a une discussion à mener, intérieure. C'est-à-dire, des fois, le cerveau pousse, mais le cœur ne veut pas. Quand des vous fois, dites quand je prends une décision, c'est vous, moi, Maryam? Moi, Maryam. D'accord. Et moi, Maryam, moi, manager, moi, directeur, moi, chef d'équipe. Avant de prendre une décision, j'invite chaque personne à se dire, mon cerveau, il est d'accord, ok, check. Mon cœur, il est d'accord, ok, check. Mes ressentis, mes tripes, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que je me sens l'envie d'y aller ou je ne me sens pas l'envie d'y aller? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me retient? Donc, émotion et ressenti, ce n'est pas du tout la même chose. Émotion et sentiment n'est pas la même chose. Il y a cette émotion universelle qu'on connaît, qu'il est utile de rappeler, la colère, la peur, le mépris, le dégoût, la tristesse, la joie et la surprise. D'accord. Les sentiments sont beaucoup plus complexes. Il peut y avoir l'hypocrisie, la jalousie, la méfiance. C'est des choses plus combinées et plus multiples finalement. Mais en même temps, c'est peut-être ça aussi qui vient flouter la maîtrise de cette intelligence émotionnelle. Sa vraie perception, c'est qu'on a l'impression que faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est avoir presque des sentiments pour l'autre. C'est-à-dire, oui, je ressens sa difficulté, mais il y a de la tendresse. Je mets de l'affection dans ça. Est-ce que c'est ça, l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est... Je ressens ce que ressent l'autre, mais c'est toujours l'autre. Et je fais la distinction entre lui et moi. Et ça, c'est important. Parce que quand je ressens l'autre, et maintenant il ressent par exemple une tristesse, je peux compatir avec lui. Mais par la suite, on passe à autre chose. On passe à discuter un point. Je le rejoins dans ce qu'il ressent. Et là, on est sur la même synchronicité. Et par la suite, une fois qu'il a ressenti que je l'ai rejoint, il est avec moi. Et on peut avancer ensemble vers la discussion précise, claire et nette. La notion de sentiment, en fait, généralement, ça nous donne un sentiment de bien-être ou de mal-être. Et ça dure dans le temps. L'émotion, c'est quelque chose qui tombe, en fait. C'est comme un orage, en fait, qui tombe sur nous. Et si on ne le maîtrise pas, en fait, on ne le connaît plus. L'émotion, c'est quelque chose qui est automatique. Et c'est ça son danger. Si je ne le connais pas, elle peut me faire ce que je veux. La raison... Ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, exactement. La raison ne peut pas maîtriser les émotions. À un certain moment, les émotions, elles émergent. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est
quand l'émotion arrive, c'est je la connais, par la suite, qu'est-ce que je fais avec? Un conseil pour les décideurs et pour les managers, lorsqu'ils veulent prendre une décision, ne prenez jamais de décision lorsque vous êtes en colère et ne prenez jamais de décision lorsque vous êtes très content. Comme avec les enfants. Comme avec les enfants. C'est exactement la même chose. Exactement, et bien c'est applicable. Parce que les émotions, en fait, ils vont fausser cette prise de décision. Donc finalement, l'émotion, c'est un allié, c'est un ami. Les sentiments, c'est autre chose. On n'est pas dans les domaines de bisounours, comme tu disais. Exactement. On est dans le domaine de la réalité. Les émotions, ils sont avec nous. On ne peut pas s'en séparer. Parce que émotion et raison, ils sont là. Donc finalement, si je ne sais pas dealer avec, ben je serai dealé par. Mais par exemple, si vous avez un téléspectateur qui vous dit « Oui, mais écoutez-moi, tout ce que vous me racontez là, ça ne me rentre pas dans la tête. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique, je suis un professionnel. Pour moi, des équipes, ça travaille et les émotions, ça ne fait pas partie du milieu professionnel. » Je vais lui répondre très simplement. Aujourd'hui, dans une équipe qui va mal, qui se sent mal, où il y a beaucoup de conflits, où il y a des départs, où il y a des non-dits, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas les choses honnêtement et franchement, où il y a une incompréhension, comment telle carrière a géré, comment telle augmentation est gérée, etc. Croyez-moi que le malaise est tellement grand que les gens mettent le focus sur le négatif et oublient de produire. Et produisent moins bien. Tout simplement parce qu'ils sont démotivés, parce qu'ils ne savent pas dans quelle direction ils vont. Demandez à une équipe de bien travailler alors qu'elle ne sait pas si l'entreprise va encore exister demain ou pas. Demandez à une équipe de travailler et vous n'arrêtez pas de lui marteler qu'elle est médiocre, qu'elle est mauvaise, qu'elle ne produit pas des bons résultats, que les autres sont bien meilleurs qu'elle. On ne peut pas travailler correctement dans cette pression-là. Donc, il faut un minimum comprendre que le téléspectateur pragmatique, il doit comprendre que ce sont justement les gens pragmatiques qui se disent « il est fou de penser qu'on va dissocier chez un être humain raison et émotion. Il est fou. Aujourd'hui, l'émotion peut causer votre perte si vous ne savez pas la gérer en tant qu'entreprise, et peut causer votre succès, et en tant qu'individu. Je voulais quand même parler des 5 dimensions qui constituent l'intelligence émotionnelle, parce qu'on a parlé beaucoup d'empathie, parlé beaucoup de conscience de soi. Il y a la maîtrise de soi qui est essentielle, il y a la motivation qui est essentielle, il y a les compétences sociales qui sont essentielles. Mais rien ne se fait dans le désordre. C'est-à-dire, je ne peux pas demander à quelqu'un de se maîtriser et il n'est pas conscient de qui il est. Je ne peux pas demander à quelqu'un de travailler son empathie et sa motivation des équipes alors qu'il n'a jamais pris le temps de se poser avec lui-même, de faire un auto. C'est un classement et c'est des étapes. Et quand tu disais tout à l'heure, peut-être que c'est une réalité lointaine pour des entreprises marocaines, moi, je ne crois pas. Les entreprises marocaines vont se rendre compte, il y en a certains qui le font déjà très bien, puisqu'il y a des grandes entreprises marocaines qui ont intégré dans leur programme la dimension du QE, la dimension du manager responsable, la dimension... Quand on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale, nos équipes sont notre première responsabilité. On ne peut pas les ignorer, on ne peut pas ignorer qu'ils vont mal et parler de RSE à l'extérieur avec nos clients. Parce que nos clients, vous savez, quand une équipe va mal, et on le constate d'ailleurs, les rumeurs, etc., tu sais, dans telle entreprise, tu sais qu'on pratique des licenciements abusifs, tu sais que les salariés se plaignent de la pression, etc., ça sort dans la rue. Est-ce que vous avez forcément envie d'acheter les produits de cette entreprise? Est-ce que vous avez forcément envie d'envoyer des membres de votre famille faire des stages dans cette entreprise ou d'y travailler? Comment cette entreprise va faire fuir les talents d'un côté, parce que personne n'a envie de travailler dans une ambiance malsaine, où rien n'est clair, où les règles du jeu ne sont pas claires, les règles de promotion, et comment j'ai envie d'acheter un produit ou un service d'une entreprise qui ne respecte pas les valeurs humaines, à savoir prendre soin de ses collaborateurs. Un manager d'une équipe au sein de toute une entreprise, est-ce qu'il peut s'en sortir si tout le cadre n'est pas adéquat? Est-ce qu'il peut gérer via intelligence émotionnelle si, on va dire, l'ossature générale, le top management n'est pas dans l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il peut y arriver ou pas? L'intelligence émotionnelle n'est qu'une partie. En fait, le sujet d'actualité, le sujet dont on parle, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de l'entreprise.
La mission en fait du coaching, si je rapidement, une mission on n'a pas le temps. Rapidement, parce que vraiment la question est importante parce que par exemple si vous pouvez avoir maintenant des managers qui nous suivent, des managers d'équipe qui se disent oui, moi tout ça je veux le faire. Mais une fois sur le terrain, il va commencer, il va avoir de l'empathie, il va essayer de sortir toutes ces choses qu'il a en lui, aller rechercher, se documenter, lire et tout ça. Mais après il va se retrouver face à des blocages. Je ne peux pas gérer telle situation parce que mon supérieur à moi attend de mes équipes, donc de moi et de mes équipes, tel et tel rendement. Je sais que mes équipes ne pourront pas le faire. Je peux faire preuve d'intelligence émotionnelle, mais mes supérieurs ne le font pas vis-à-vis de moi et vis-à-vis des résultats qu'on attend de moi. Donc, c'est ce que j'allais dire, Yasmine. En fait, les mots de l'entreprise, ils sont là. Mots MAUX, ils sont là. Et finalement, ce qu'ont besoin les managers d'aujourd'hui, ils ont besoin d'un accompagnement. C'est ce que j'allais dire. Parce que, quoique je connais la technique, mais par la suite, on a besoin d'un accompagnement. Juste cet œil externe. Cet œil externe. Mais est-ce qu'il faut que toute l'entreprise suive? C'est pas une question de département ou d'équipe. Exact. Commençons par une équipe. En fait, c'est pas du tout ou rien. Commençons par une équipe, celle qui ne performe pas, celle où il y a du mal, celle où elle n'arrive pas en fait à produire des résultats. Le souci de l'entreprise, c'est le résultat. Commençons par cette équipe. Qu'est-ce qui va mal dans cette équipe? Faisons les diagnostics. Et là, c'est toute une mission d'accompagnement qui va s'installer. L'intelligence émotionnelle, elle va être dedans. Mais par la suite, il n'y a pas que ça. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant tout le temps. Mais les mots de l'entreprise, ce n'est pas uniquement l'intelligence émotionnelle. Bien sûr. Et c'est pour ça ce que je disais, il faut que nos entreprises actuellement comprennent qu'ils ne peuvent plus avancer à ce rythme-là. Les employés se sentent démotivés. Il y a une faible productivité. Nous qui voulons produire plus, et derrière, il y a une faible productivité. Voyons les choses en face. L'être humain, l'employé a mal. Et si on ne va pas vers ce mal, finalement, on ne va pas le résoudre. On est en train de le cacher. Et à un moment, il va exploser. Ça veut dire quoi, exploser? C'est un employé qui part, ou bien en fait, c'est des résultats qui vont diminuer, et par la suite, peut avoir aussi des licenciements ou une restriction des budgets, et finalement, ça n'intéresse personne. Ni l'entrepreneur ou le dirigeant qui son objectif est de produire, d'avoir du résultat, ni l'employé finalement qui passe plus de temps au travail. Et c'est ça la conscience que j'invite aujourd'hui les dirigeants à écouter. Il y a un mal, il ne faut pas se faire comme s'il n'y a rien. On est dans une période de transition, peut-être le petit mot de la fin. Très, très rapidement. Tu posais une question très importante et très pertinente. Moi, je vais simplifier les choses et je vais te dire rapidement. Si le top management n'est pas aligné avec une vision de bien-être et de performance et d'intelligence collective, rien ne se fera. Parce que tout ce qu'on fera en tant que coach peut être, c'est comme de l'eau qu'on déverse sur du sable si c'est saboté juste après par le top management. Tout à fait. Je sortais d'une formation sur les fondamentaux du leadership. On avait fait un excellent travail. À la pause, le DG est venu rencontrer tous les commerciaux et leur a dit « Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi vous êtes là? Et qu'est-ce qui se passe? Et vous savez que l'entreprise va mal? Est-ce que vous savez que l'entreprise va mal ?» Comme ça, en mode public, j'étais choquée. J'étais choquée parce que tout ce les cailloux qu'on était en train de poser pièce par pièce, ça lui a pris 5 minutes pour tout casser. Ce même DG-là a un ascenseur privé, a le plus beau bureau de toute l'entreprise, alors que les autres se battent pour quelques mètres carrés. Attention à l'incohérence dans les propos. Vous voulez que vos équipes performent, ne venez pas juste les casser publiquement si vous avez des cadrages à faire, et c'est normal. Prenez un par un chaque personne. Dans cette équipe-là, il y avait des très bons. Il y en avait qui dépassaient leur objectif chaque mois. Et il y avait des moyens. Mais dans ce cas-là, on ne met pas tout le monde dans le même panier parce que ça peut démotiver les meilleurs talents de l'entreprise. En tout cas, je vous remercie vraiment pour cette discussion et j'ai noté un sujet à venir, les fondamentaux du leadership. Merci, Madame Hello. Avec plaisir. Merci beaucoup à Ahmed Belmlih également. Merci. Vous êtes coach exécutif à Chemin du Sens. Madame Hello, consultante en management chez Compétences Plus. Moi, je reste avec vous pour la suite. Allez, on y va. Allez, place tout de suite à une discussion sur la ménopause et l'alimentation. Nous allons faire le point sur les besoins de la femme en période de ménopause avec le docteur Baha Rabi, médecin nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, d'abord, est-ce que c'est important de s'intéresser à son alimentation
en période de ménopause. Je sais que vous, en tant que spécialiste, vous allez dire l'alimentation, il faut tout le temps s'y intéresser. Mais voilà, on va pousser un petit peu le raisonnement un peu plus, si vous le permettez. En période de ménopause, est-ce qu'il faut avoir vraiment une réflexion particulière, faire le bilan de ce qu'on mange, de son équilibre alimentaire et tout ça? Tout à fait, oui, vous avez bien deviné que j'allais dire. C'est vrai que la ménopause, elle se prépare, surtout chez la femme. C'est important de passer au cycle de la vie, alimentation et cycle de la vie. Et justement, en période de ménopause, on a tellement de fardeaux, d'erreurs alimentaires, de l'enfance, de l'adolescence, parce que le capital santé, ça se fabrique tout au long de la vie. Et puis la femme, elle passe par plusieurs étapes. Il y a la croissance, et après la période de puberté avec les menstruations, puis après l'accouchement et l'allaitement maternel. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire que la femme, elle va cumuler des erreurs possibles qui vont, le jour où elle sera en ménopause, elle aura ce fardeau sur le dos. Ça d'une part. Exact. La deuxième chose, c'est qu'avec le changement de mode de vie, cette femme, elle va... souvent, on dit, il n'y a pas la responsabilité des enfants, donc les repas ne sont pas à des heures fixes. Parfois, elle peut s'oublier, la sédentarité, le manque d'activité, et puis aussi cet aspect de petite déprime à la ménopause qui peut faire qu'elle peut mal manger. Donc tout ça fait qu'effectivement, et comme tu l'as dit Yasmine, il faut penser à cette période de ménopause, il faut la préparer à l'avance, mais si on est dedans, il faut quand même faire très attention à ce qu'on mange, parce qu'il y a énormément d'événements qui peuvent survenir. Alors, on est dans la ménopause, et puis il y a différentes choses. Il y a le risque d'ostéoporose. Oui. C'est un risque avéré chez la femme en période de ménopause, malheureusement, plus que chez l'homme. Oui. Donc, une femme en période de ménopause, qu'est-ce qu'elle doit manger en particulier? Et en même temps, on sait que pendant cette période-là, le métabolisme de base est ralenti. Donc la femme, on va dire, brûle moins vite. Tout à fait. Pour une même consommation, elle va brûler moins vite. Et donc aura tendance à prendre du poids plus rapidement, ce qui peut être aussi source de frustration, d'angoisse, d'énervement chez les femmes. Alors, comment on peut avoir un équilibre alimentaire tout en préservant son squelette, tout en préservant sa silhouette? Alors, justement, il y a le risque, bien sûr, pour la silhouette, qui est aussi retenti sur le risque métabolique. Donc, les deux ils sont imbriqués. Et articulaire aussi. Voilà, articulaire, bien sûr, parce que le surpoids va aggraver l'arthrose, il va empêcher l'activité physique, et aussi, comme le capital osseux, qui peut-être n'a pas été bien fabriqué à l'enfance et durant toute la vie, tout le cycle de la vie, on arrive à la ménopause avec un capital osseux qui est fragilisé. D'autant plus que s'il y a eu des pathologies à l'avance, il y a un manque de consommation de produits laitiers, de calcium. Et donc, de ce fait-là, elle doit faire très attention à cette période. Elle doit consommer des produits qui sont riches en calcium. Et elle doit penser à la vitamine D. La supplémentation, carrément, on peut passer à la supplémentation en vitamine D. C'est ce qui est recommandé, par exemple, par les Canadiens. C'est de supplémenter systématiquement les femmes ménopausées par de la vitamine D. Exactement. Ça veut dire quoi? Il faut faire un bilan? Oui, en principe, pour mesurer la vitamine D, s'il y a carence, oui, à la ménopause, il faut absolument le faire parce que c'est important pour l'os. Le risque, c'est vrai, il y a beaucoup de risques nutritionnels, on en parlera, mais le risque d'ostéoporose est très important parce que il peut fragiliser l'os et exposer à des fractures. Tout à fait. Donc c'est ça le risque. Donc, mais il n'y a pas que ça, il y a bien sûr le surpoids aussi qui va entraîner, il faut faire attention à sa ligne, mais tout en faisant, et là souvent les femmes en ménopause, elles vont faire attention à la ligne, elles vont consommer des produits allégés qui sont moins riches en vitamine D, c'est-à-dire parce que vous savez, les produits allégés, parfois... le lait, les yaourts, vous faites référence à ça, j'imagine. Voilà, quand ils sont allégés... En matière grasse. En matière grasse, la matière grasse, c'est elle qui va permettre la consommation de l'assimilation de la vitamine D. Donc, il faut faire très attention à ce point-là. Donc, quand on ne pas consommer de produits allégés, demi-écrémés? Moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas les produits allégés. Je préfère conseiller des produits, c'est-à-dire une alimentation
pour perdre du poids, une alimentation qui est équilibrée, mais avec des aliments qui sont naturellement gras. Donc pour le lait, par exemple, pour le calcium, oui. La meilleure source de calcium pour une femme en ménopause? C'est le lait, les produits laitiers, les fromages. Entier ou demi-écrémé? Non, entier. Entier quand même. Entier. Il n'y a pas de risque de cholestérol? Le risque du cholestérol, il existe, bien sûr, il est là. Si on a des risques de cholestérol, c'est un régime assez spécial. Il faut réduire les produits, le gras dans d'autres aliments, mais garder, par exemple, même pour les fromages, on va choisir des fromages qui sont moins gras que d'autres. Mais naturellement, c'est pas des produits qui sont allégés. Tout à fait. Je suis pas là pour dire qu'il ne faut pas consommer l'allégé. J'ai pas assez d'études pour dire est-ce que c'est bon ou pas bon. La polémique est là, mais ce n'est pas du tout mon sujet aujourd'hui. Mais mes recommandations, c'est de consommer les produits naturels, c'est-à-dire entiers, mais de prendre une consommation raisonnable. OK. Une prise de poids en période d'adolescence, mesdames de ménopause. Oui. Une prise de poids en période de ménopause, est-ce qu'elle est inévitable? Est-ce qu'il faut finalement l'accepter, ne pas se priver, faire attention à son alimentation, accompagner son organisme et les besoins de son organisme, et puis accepter ces kilos qui viennent s'installer parce que le métabolisme est ralenti? Le métabolisme est ralenti. On peut éviter la prise de poids si on augmente l'activité physique. Donc c'est normal, c'est surtout en mettant le corps en charge, ça va permettre de stimuler l'os aussi, c'est bon pour l'os, c'est bon pour l'ostéoporose, pour éviter l'ostéoporose. Mais il ne faut pas se focaliser sur le poids, parce que ce n'est pas le poids qui est important. C'est surtout le poids au niveau du ventre qui fait peur aux femmes, parce que c'est la porte d'entrée aussi aux maladies métaboliques. Exactement, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Donc avec une activité physique, on peut garder la ligne, il n'y a pas de souci. Il y a activité physique avec une alimentation correcte, il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour la prise de poids. Il n'y aura pas de prise de poids. Si on fait attention. Mais il ne faut pas focaliser sur la forme. C'est-à-dire que c'est le contenu. Moi, c'est ça qui est important pour vous, c'est être en bonne santé de l'intérieur. C'est le plus important. Donc, l'élément principal, c'est son squelette. Donc, le calcium est très important, la vitamine D est très importante. Est-ce qu'il y a des sources d'alimentation qui vont nous donner de la vitamine D? Ou c'est forcément la supplémentation et le soleil? La supplémentation au soleil, mais ici, il y a les huiles qui sont fortifiées en vitamine D. Donc, il y a des produits qui sont fortifiés en vitamine D, et des produits gras qui sont fortifiés en vitamine D, il faut en consommer. Mais par exemple, fruits, légumes, protéines, ça, c'est pas source de vitamine D? Non, c'est surtout les produits laitiers et surtout les huiles. Parce que la vitamine D, elle n'est pas soluble quand c'est pas huileux, c'est pas gras. Donc c'est dans les produits gras qu'on va la trouver, on ne va pas la trouver dans les produits qui sont hydriques, elle n'est pas hydrosoluble. Et donc il faut consommer la vitamine, mais un bilan s'impose en période de ménopause. Annuellement? Annuellement, oui, annuellement, bien sûr. C'est-à-dire on va suivre sa courbe d'évolution de la vitamine D si on a fait la supplémentation. Alors, il y a autre chose qui est importante, qu'il faut aussi y penser, c'est cette alimentation et l'activité physique qui vont protéger aussi contre le cancer du sein. Ça, c'est primordial. En phase de ménopause, on va parler du squelette, c'est très bien, mais aussi de parler du risque de cancer du sein est très important. C'est-à-dire l'activité physique et les fruits et légumes, c'est des études qui ont montré l'efficacité et montré la réduction importante du risque. Là aussi, il faut faire attention. Pour le cancer de l'utérus et du col de l'utérus, celui-ci est très particulier puisqu'il est d'origine virale. Viral, il y a les inflammations chroniques, il y a l'hérédité qui est vraiment aussi très importante, et aussi l'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation très riche en viande, où il n'y a pas beaucoup de fruits et légumes, pas beaucoup de fibres. Ça aussi, mais la période de ménopause, c'est surtout, il faut penser c'est-à-dire s'il y a deux choses importantes à retenir, c'est le squelette, cancer du sein qui est... Est-ce qu'on peut soulager les bouffées de chaleur par l'alimentation, Dr Baha Rabia? Alors, les bouffées de chaleur, vous savez que
c'est un sujet très vaste. Il y a tellement d'études, rien n'est certain. D'accord. C'est-à-dire, j'aimerais bien vous donner une réponse à une formule magique, mais à un certain moment, on disait que peut-être les produits, le soja réduirait. Exactement. Mais alors là, après, on est dans les controverses. C'est des produits oestrogènes-là. Et voilà, donc il y a le risque de cancer du sein. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est vraiment... les bouffées de chaleur, ça se prévient. Surtout, ça se prévient. Dès qu'on a beaucoup de stress, qu'on est très mal, ces bouffées de chaleur peuvent être déclenchées, même psychologiquement. Il faut les accepter. Quand elles durent pendant plusieurs années, vous avez des femmes qui vous disent oui. On m'a dit que ça durait quelques mois, finalement, ça dure depuis 5 ans, depuis 7 ans. Oui. C'est handicapant au quotidien pour les femmes. On va s'occuper de ce sujet sur ce plateau. Certainement, il faudrait consacrer toute une émission et puis avec d'autres experts, parce que pour moi, l'alimentation à elle toute seule n'est pas vraiment une clé pour réduire. Parce qu'il y a tellement de controverses dans ce sujet que, en tous les cas, moi, je ne peux pas... Merci pour votre sincérité. Docteur Baha Rabea, médecin nutritionniste, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous sur ce plateau et de vous recevoir. Merci. Et au plaisir de vous retrouver à nouveau et de vous regarder une nouvelle fois sur notre site mediantv.com. Merci madame. Merci. À bientôt. Merci. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne en régie. À très vite, à tous les téléspectateurs et à très vite aussi sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.